Jouer avec les émotions les plus intimes des spectateurs, raconter des histoires de vie pour les faire basculer dans le bain froid du chaos. Voilà le talent du réalisateur Dominique Moll qui aime prendre le contrôle de notre monde pour mieux en perturber l'équilibre. De Harry, un ami qui vous veut du bien, à son nouveau long métrage Seules les bêtes, Dominique Moll, à la faveur d'un Hitchcock qu'il admire, a réussi en 6 films seulement une entreprise folle, une implacable mise à nu de l'individu, réduit à ses seuls besoins et obsessions, une damnation de l'homme vers son salut. Ah mon Dieu. Je comprends rien. Qu'est-ce que t'es belle. Lâchez-moi, je ne connais pas. C'est moi. Lâchez-moi. On va partir tous les deux. On va partir tous les deux. Ah mon Dieu. Casse-toi. Oh mon Dieu. Dégage, casse-toi. Fils de pute, dégage. Je veux pas te voir. Dégagez. Bonjour Dominique Moll. Bonjour Stéphane. Merci d'avoir accepté mon invitation parce que vous êtes un homme et un réalisateur rare à la télévision. Votre rareté tient à votre discrétion. Néanmoins, il va falloir que vous acceptiez que je me penche un peu sur vos ascendants cinématographiques, Tout à fait. qu'on aille un peu explorer les choses de vous. Mais bien sûr, avec grand plaisir. Avant 16 ans, le cinéma n'existait pas pour vous. Un soir, par hasard, vous allez voir le Satyricon de Fellini. Alors, est-ce que c'est vrai ? Alors c'est vrai, alors c'était pas non plus une épiphanie et c'est pas vrai non plus que le cinéma n'existait pas du tout avant 16 ans. En fait, ma première envie de cinéma, c'était de faire du documentaire animalier. Donc peut-être qu'il en reste quelque chose dans mon envie comme ça d'observer les personnages se débattre avec leurs problèmes, un côté un peu entomologiste. Mais c'est vrai que la ville où j'ai grandi, Baden-Baden, en Allemagne, il n'y avait pas une offre cinéma très, très grande. Enfin, il me reste quand même 3 films parmi les rares films que j'ai vus qui m'ont vraiment marqué. C'était Les Oiseaux. Ouais. De Hitchcock, Il était une fois dans l'Ouest, et puis Les Fraises sauvages de Bergman. Voilà, qui ont été, enfin en tout cas Bergman et Hitchcock, des réalisateurs qui ont beaucoup compté pour moi par la suite. Alors Dominique, qu'est-ce qui se passe quand vous sortez du Satyricon ? Parce que c'est un film pour le moins très particulier, très énigmatique. On est dans la Rome impériale de Pétrone, où se mélangent les rêves, le passé, le présent. C'est un film de science-fiction au passé, comme le disait Fellini. Qu'est-ce qui se passe, vous, dans votre tête ? Alors déjà, il faut juste que je situe un peu les circonstances dans lesquelles j'ai vu ce film, parce qu'en fait, avec un copain, on était allé voir un film, genre, je sais pas, une coccinelle à Monte Carlo, ou un truc comme ça, qui était accessible aux moins de 14 ans. Et on savait qu'après, il y avait un film interdit aux moins de 18 ans. Donc évidemment, ça nous excitait. Et puis du coup, on s'est caché dans les toilettes pour pouvoir voir le film après. Mais on savait absolument pas ce que c'était. Et en le voyant, j'ai rien compris. Enfin, je voyais ça comme une espèce d'hallucination avec dont il me reste aussi des images fortes, une tête coupée qui tombe dans l'eau, deux personnes qui transportent un albinos dans le désert, enfin et vraiment je ne comprenais rien. Je sais même pas si on est resté jusqu'à la fin parce qu'en même temps on avait très peur de se faire gauler, donc on est peut-être sorti avant. Et en fait pendant très très longtemps je ne savais pas ce que j'avais vu et je l'ai compris que, je ne sais pas, 15 ou 20 ans après, que c'était le Satyricon de Fellini. Dans ce film, il est question de naufrage, tout bascule, et Fellini fait du chaos une renaissance à la vie. Est-ce que c'est ça qui vous reste de Fellini ? Parce que du chaos à la vie, c'est exactement ce qu'on retrouve dans votre nouveau film, Seules les bêtes. Enfin, moi j'ai l'impression que dans mes films, c'est plutôt l'inverse. Enfin, c'est comment la vie se transforme en chaos. Et comment l'irrationnel fait irruption dans le rationnel. Dans Seules les bêtes, c'est vrai que les personnages ont tendance à créer leur propre chaos dans une quête comme ça du bonheur qu'ils poursuivent de manière maladroite ou étrange ou décalée. Est-ce que vous faites partie de ces metteurs en scène qui ont appris et compris le cinéma grâce à des revues, grâce à la littérature qui lui est consacrée ? Oui et non. Enfin, quand j'ai commencé plus sérieusement à m'intéresser au cinéma, donc fin des années 70,
tout le monde disait il faut lire les cahiers du cinéma, c'est la Bible, l'alpha et oméga. Donc je me suis abonné aux cahiers du cinéma et je ne comprenais rien. Enfin, ça me semblait très abstrait, très conceptuel, très obscur. J'avais même le dictionnaire, je vérifiais des mots que je ne comprenais pas, mais ça ne m'aidait pas beaucoup. Donc j'étais un peu circonspect. Je me suis dit si c'est ça le cinéma, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Et puis un jour, j'ai lu les entretiens Hitchcock-Truffaut, et ça a été une révélation et une libération, parce que tout à coup, je me suis rendu compte que c'était quelque chose le cinéma de très concret, enfin, qu'on se posait des questions très pratiques, voilà, quand on raconte une histoire, comment on la filme, pourquoi on met un gros plan à tel endroit, pourquoi on fait un mouvement de caméra à tel autre endroit, ce que ça crée, ce que ça apporte à l'histoire et au film. Donc ça a été une lecture très, très importante. Moi, je vous propose qu'on fasse de Hitchcock la destination de notre entretien, comme un voyage. Mais avant, on va revenir aux origines. En 1993, vous tournez votre premier film, Intimité. Il est question d'une histoire de couple. Et là, on évoque Antonioni. Alors, qui c'est Antonioni pour vous? Est-ce que c'est un paradigme? Est-ce que c'est une référence? Oui, c'est une référence pour certaines choses. Enfin, ce que j'aime beaucoup chez Antonioni, c'est la façon dont il traite l'espace, enfin l'importance qu'a l'environnement pour les personnages. Le côté un peu cérébral et un peu froid devait me plaire aussi, parce que je devais à l'époque me méfier un peu de l'émotion. J'ai changé là-dessus. Et surtout, il y a ce que m'a appris Antonioni, c'était l'importance du son. Enfin, je me souviens, notamment dans Blow Up, la scène dans le parc où David Hemmings prend en photo en cachette un couple qui s'embrasse, et du vent, de l'importance du bruit du vent dans les arbres et l'ambiance quasi surréelle que ça crée. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, enfin, de partir de son quotidien pour les pousser vers des choses un peu plus irréelles. Blow Up, c'est l'histoire d'un photographe de mode qui va se lancer dans une enquête parce qu'à un moment, il prend un cliché et il se passe quelque chose dans ce cliché. Et il va partir en quête d'une vérité dans un monde où tout n'est qu'apparence. Oui, ça vous parle? Ah bah carrément, oui. Non, mais parce que je réfléchis en même temps que vous... Il y a ça, il y a le monde de l'apparence et le monde de la vérité chez vous. Oui, et aussi, dans Blow Up, l'idée parce qu'il apparaît, il fait des agrandissements de plus en plus détaillés de cette photo, et en fait, plus il s'approche d'une soi-disant vérité, plus elle devient illisible, parce que le grain prend toute la place et que la photo devient quasi abstraite. Et donc l'idée d'essayer de comprendre quelque chose, de se pencher dessus pour que finalement la vérité nous échappe, est quelque chose qui m'intéresse. What are you doing? Stop it! Stop it! Give me those pictures. You can't photograph people like that. Who says I can't? I'm only doing my job. Some people are bullfighters, some people are politicians. I'm a photographer. This is a public place. Everyone has the right to be left in peace. It's not my fault if there's no peace. You know, most girls would pay me to photograph them. Est-ce que le cinéma a pu aussi vous servir de fuite, d'être un rêve échappé? De fuite, non. Après, pour moi, le cinéma a beaucoup à voir avec le rêve. Et c'est un médium où on peut explorer justement la frontière entre le réel et l'imaginaire. Alors évidemment, David Lynch est quelqu'un qui a poussé ça très très loin, et bien sûr son cinéma me plaît aussi à cause de ça. Et Kubrick, est-ce qu'il a pu incarner à un moment ce rêve d'échapper ou pas? Oui, enfin en tout cas, ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est quand il m'ouvre des horizons, qu'il me fait découvrir d'autres mondes, que tout à coup, il y a le comportement d'un personnage auquel je ne m'attendais pas. Enfin voilà, j'aime être surpris par les films que je vois et être emmené ailleurs. Oui, ça c'est vrai. Eh bien alors, ce livre de Axel Cadieux devrait vous plaire, Le dernier rêve de Stanley Kubrick. Cadeau pour vous. Merci beaucoup. Dans la nuit du 6 au 7 mars 1999,
après 400 jours de tournage, plus d'une année de montage, Kubrick meurt dans son sommeil, épuisé par son 13e long métrage, Eyes Wide Shut. Est-ce que Eyes Wide Shut a tué Stanley Kubrick? Ça, c'est une question dont on n'aura jamais la réponse. Mais le talent d'Axel Cadieux, c'est de nous emmener dans cette quête homérique d'un film qui explore et immortalise les souvenirs de Kubrick. Parce que la thèse, qui est très intéressante d'Axel Cadieux, c'est de nous dire, est-ce qu'avec ce 13e long métrage, Kubrick ne revient pas chez lui? Lui qui a travaillé aux États-Unis et qui, depuis 1960, travaille à Londres, à 40 km de Londres. Voilà, vous parcourez ce livre, vous explorez plein de pistes et vous n'avez qu'une envie, en le fermant, de vous replonger dans ce qui fait le ferment même d'un fantasme. Now, get undressed. Get undressed? Remove your clothes. Stop! Let him go! C'est un de mes films préférés, donc merci beaucoup. C'est je vrai le verrai avec grand intérêt. Oui, avec ma femme, on le regarde régulièrement. Et sur moi, il a une espèce d'effet hypnotique où, dès que je vois une image, j'ai envie de revoir la suite et de ne pas m'arrêter. Donc merci beaucoup. Nous en arrivons à Hitchcock. Il en est largement question depuis le début de notre entretien. Il y a 3 films de Hitchcock qui semblent avoir guidé votre travail sur ce nouveau film. Alors le premier, c'est Une femme disparaît. Oui. D'abord parce que tout est dans le titre, il est question de disparition, mais j'ai l'impression que comme Hitchcock, vous vous intéressez plus à vos personnages qu'à l'intrigue. Alors Une femme disparaît, oui ou non? Oui, parce que déjà, Seules les bêtes pourrait s'appeler Une femme disparaît. Ça aurait été une alternative, mais c'est déjà pris. Et effectivement, la disparition, ce mystère autour de la disparition de la femme est presque un prétexte pour observer le comportement des personnages qui sont tous liés à cette disparition. Le deuxième, c'est Jeune et innocent. Vous le prenez aussi comme une référence à un des films Oui, d'Hitchcock? je prends aussi. Et Mais c'est vrai que ce que j'aime aussi, dans Jeune et innocent, mais dans tous ces films, c'est qu'il y a toujours, même quand c'est des films angoissants, une pointe d'humour, d'ironie, et c'est aussi quelque chose que j'essaye d'instiller dans mes films. Le troisième film auquel j'ai envie de faire référence par rapport à Seul comme les bêtes, c'est Le crime était presque parfait, parce qu'il porte à sa quintessence même ce qui a été la grande obsession de Hitchcock, le mal face à l'innocence. Oui, c'est vrai aussi. Et c'est vrai que dans Seules les bêtes, le personnage de Denis Ménochet, par exemple, incarne ce mélange-là à merveille, c'est vrai. Il est question d'amour aussi dans votre film Seules les bêtes, ces personnages qui rêvent d'une relation plus qu'ils ne la vivent. Alors, l'amour au cinéma, vous préférez qu'il prenne quel visage et chez quel réalisateur en particulier ? Je sais que, ce que j'aime bien et ce qui est le cas dans Seules les bêtes, c'est des amours asymétriques et mal équilibrés. Donc, il y a évidemment Fassbinder qui a beaucoup exploré ça. C'est pas pour rien aussi qu'un de ses premiers films s'appelle L'amour est plus froid que la mort. Et où, il y a souvent des schémas où A aime B qui aime C. Et dans Seules les bêtes, on trouve aussi ce schéma. De couple, de dualité et de portrait de la société, il est question dans Seules les bêtes. Et il en est question dans ce deuxième cadeau, Elmer Humphrey, de Richard Brooks. Est-ce que vous avez vu ce film ? Oui, je l'ai vu. C'est un film très, très curieux. Ce qui est sûr, ce que je retiens beaucoup de ce film, c'est la performance de Burt Lancaster, qui est dans une sorte de besoin
pathologique d'être aimé, d'être au centre de l'attention. Et c'est vrai que ce qu'il fait dans ce film est assez extraordinaire. Effectivement, Burt Lancaster joue le rôle d'un hypocrite qui utilise la foi et la religion à son avantage. C'est un film important pour Burt Lancaster parce que ça lui vaudra en 1961 son seul Oscar. Moi, ce film, il a une saveur particulière, c'est qu'il ne montre pas l'Amérique dans ses réussites, ce qui est rare aux États-Unis dans les années 60. Au contraire, c'est un film qui s'attarde à ce qui ne va pas. Et la proposition de Richard Brooks, c'est de nous dire, est-ce que la religion de ces évangélistes, elle n'est pas un peu à l'image de notre pays, de l'Amérique, c'est-à-dire un grand divertissement, une sorte de cirque ambulant qui exhibe ces monstres et ces aboyeurs. Et on se pose effectivement la question à la fin, est-ce que ce personnage incarné par Burt Lancaster, est-ce que c'est un saint? Est-ce un escroc? Et on n'aura pas la réponse. Jusqu'au bout, l'ambiguïté est en suspens. Elmer Gantry de Richard Brooks, qui est un metteur en scène qu'on n'évoque pas beaucoup et pourtant il a une vraie carrière de scénariste, de romancier. Il a travaillé sur Quai Largo, il a travaillé avec Siodmak. C'est un très grand scénariste. Merci d'avoir passé un peu de temps avec nous, Dominique. Avec grand plaisir. On en sait un peu plus sur vous. Vous allez revenir, on pourra reparler de Kubrick par exemple. Avec grand plaisir. Ok, invitation lancée et plein de bonnes choses d'ici là. Merci Dominique. Merci à vous, merci Stéphane.